Studio DV, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour partager nos passions, que sont bien sûr la bande dessinée et Michel Vaillant, la voiture et sa liberté et le sport automobile. Mais aujourd'hui, un invité un peu particulier, même dirais-je très très particulier, Éric Boschmann, que l'on ne présente plus. Nous allons partager avec lui plein de gourmandises vinicoles, des gourmandises dans tous les domaines. Alors, magnéto, Julien. Éric, bonjour. Bonjour, chef. Le club des V, aujourd'hui, devient le club des vins. Comme V. Comme V. Dans toutes nos passions, il y a l'automobile, il y a la bouffe, il y a l'alcool. Un peu. Un peu. Un peu. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est devenu déraisonnable, y compris l'automobile. Ou interdit. Ou bientôt interdit avec des moteurs thermiques. Voilà. J'aime les vélos cargo aussi, je tiens à le dire, des fois qu'on nous regarderait et je fais caca dans des pelets. Voilà, c'est bien. Je vois que tout de suite tu plantes le décor. Alors on va quand même parler 1 minute 25 automobile. Je sais que tu es un grand passionné de Bentley. Oui. Alors ça représente quoi? Je sais que papa avait 2-3 Bentley dans le garage. Sûrement, il est toute petite. Donc voilà, le ton est donné. Non, en fait, bienvenue dans le studio DV. Non, en fait, pour moi, il y a deux marques automobiles qui sont synonymes de rêve, de rêve, simplement. Tant que les enfants ne peuvent plus rêver d'aviation, ils peuvent rêver de voiture. Oui. Bientôt, ce sera aussi interdit, mais je pense qu'Aston Martin et Bentley sont les deux marques qui, à mes yeux, en tout cas, symbolisent l'élégance, la pureté. La pureté des lignes, et pas le côté ostensible qu'on peut trouver dans d'autres marques italiennes, par exemple, et pas le côté... so British. Voilà. Et puis le côté germanique m'excite beaucoup moins. Je me demande toujours où on met les chenilles et le canon. Donc voilà. Le canon, il est là. Le petit canon blanc. Voilà. Alors moi, l'histoire de l'aviation, que les enfants ne peuvent plus rêver, ils doivent penser à autre chose, ça ne m'a pas du tout dérangé parce qu'on nous interdit déjà d'avoir des sapins, des vrais sapins. On ne peut plus avoir de crucifix. Il y a Bon Banania, c'est mort. Donc moi, il n'y a plus rien qui m'effraie. En fait, oui, c'est ça. C'est une émission où on fait du clic parce qu'on se fait insulter par tout le monde. Ici, ça. Écoute, c'est une émission au départ qui a été créée par moi-même. Patron plombier. Voilà, patron plombier, toi tu me connais depuis longtemps. Et le but était de rester en contact avec les gens. Et puis très récemment, j'ai eu le grand plaisir, le privilège d'inviter Georges... Louis Boucher. Louis Boucher. J'ai vu. Bonne ambiance. Alors, moi j'étais sidéré des réseaux sociaux après. Et puis, on a quand même fait plus de 40 000 vues. Et je me suis dit, après Georges Louis, qu'est-ce qu'il faut? Dans la provoque, appelons Boschmann. Bien sûr, c'est une bonne idée. Alors, on a parlé Bentley, oui. Aston. Et puis tu as un truc que peu de gens ont vu. Et ça, c'est très important. Tu veux me parler de quoi? Mon tatouage? Non. Après Georges Louis. Non, lui. Alors, raconte-moi le podium de F1 aujourd'hui. Il n'y a plus de champagne, mais tu m'as... Voilà. Tu ne savais pas, c'est ça qui est dingue. Non, mais il n'y a personne qui sait. Pourtant, ils ont fait un peu de pub dessus. Donc, la F1 a changé de sponsor. Il y a très longtemps, c'était Moët. Et puis Moët a laissé la place à Moom. Voilà. Et puis là, le groupe Pernod Ricard, qui est propriétaire de Moom, n'a pas voulu recracher au bassinet parce que ça commence à faire beaucoup d'argent pour quand même pas grand-chose. Pourtant, ils en ont en cave. Hein. Non, ils préfèrent les boire ou les vendre que de les gicler. Tu sais que les bouteilles, en l'époque où c'était Moët en tout cas, c'était pas le meilleur champagne qu'on mettait dedans. Et on faisait un truc pour qu'elle mousse et qu'elle pétille plus que les autres, afin de pouvoir bien arroser tous les casques. Là, ils ont dealé avec une boîte de Prosecco. Qui a dealé la F1, je présume que c'est la FIA, enfin c'est les Américains. Oui. Ces gens ont un goût différent d'une autre. Oui. Et ils ont dealé avec une boîte de Prosecco qui s'appelle Ferrari. Ah. Donc quoi que l'on en fasse, Ferrari sera toujours sur les podiums. Toute l'année. Toute l'année. Oh bah, ça va faire plaisir quand même. Eh ben, merci Éric, voilà. Merci d'être venu. Voilà. Bon retour. Mais, tu connais l'histoire du Prosecco? C'est un truc de dingue. Hein. Explique-moi. Donc Prosecco, dans les années 80-90, on produit à peu près entre 30 et 45 millions de bouteilles. C'est pas un truc qui se vend beaucoup, ça se vend, mais c'est une bulle cheap, sympa. Vient la fin du bloc communiste, la chute du rideau de fer. Et avec la chute du rideau de fer, d'un coup, le marché s'ouvre. Et tous ces gens
qui sont soudainement ouverts, ça devient un marché supplémentaire, ont envie de boire des bulles de qualité. On en produisait beaucoup en Crimée, tu vois, dans toute cette région à problème pour l'instant. Je vois très bien. Voilà. Je pars souvent en vacances. Voilà, la Crimée, c'est très beau. À qui profite la Crimée? À toi, donc. Et je suis fier de celle-là, tiens, je vais la garder. Et donc, ils ont... c'est la première bouteille. on est qu'au début. Hein. Et donc, ils ont... comment dirais-je, les gens de l'Europe centrale ont voulu des bulles qui ne soient pas des bulles venant de chez eux, mais pas trop chères, parce que leur pouvoir d'achat était très faible, et ils se sont rués sur le Prosecco. Aujourd'hui, le Prosecco, c'est 600 millions de bouteilles produites chaque année, c'est-à-dire le double de la Champagne. La Champagne, c'est 300-330 millions par an. Sauf l'année dernière. Et un bon Prosecco, c'est qualitatif aujourd'hui. Oui, alors maintenant il faut savoir que l'élaboration du Prosecco, c'est une cuve close, donc c'est un travail totalement différent. La méthode traditionnelle, qu'elle soit pour des créments, même les créments de Wallonie, ou pour le cava, c'est un vin blanc tranquille que l'on met en bouteille, que l'on fait refermenter, comme on fait le champagne. C'est la même méthode pour tout le monde. On ne peut plus l'appeler méthode champenoise, mais c'est la même chose. Le Prosecco, c'est une autre manière d'élaborer qui est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que le coût de production est beaucoup plus faible, ce qui explique qu'il soit nettement moins cher. C'est pas toujours génial. Le cépage s'appelle du Glera. Je sais pas, bonjour, voici votre bouteille, 100% Glera. Moins cool. Ça plaît aux gynécologues. Quand t'as la Glera bien filante, ça peut être sympa. Vous couperez au montage? Oui, normalement ils couperont au montage. On demandera au rabbin de s'en occuper. Je voudrais qu'on fasse 50 000 vues. Je suis une victime. Marine Le Pen sort d'en dessous de la table. Et donc, donner une chaise à Ursula. J'aime bien sa nièce, par contre. Oui, elle ne fasse pas de politique. Oui, je sais bien qu'elle ait arrêté la politique, parce que c'est des conneries aussi. Oui, hein, oui. Enfin, ça, tu as beaucoup de politiciens qui en disent pas. Comment il s'appelle le fils de l'autre, là, qui est Premier ministre? Qui parle comme ça? Notre bourrin flamand. J'oublie tout le temps son nom. Enfin, tu vois qui je veux dire? Son père est amateur de bière brune. Pas du tout. Grand fan de bière brune. Quand je te poserai la question blonde ou brune dans sucré je peux salé, répondre. tu pourras répondre. Hein. Je peux répondre blonde et brune ou pas? On n'y est pas encore. Bon, alors, on a parlé du Prosecco. Je suis étonné du nombre de bouteilles qui vendent. Donc, on a le champagne qui reste quand même, quand c'est bien fait. Mais qui reste une image. La Bentley. Et l'Aston, oui. Et l'Aston du pétillant. On fait des très bons Cava. vins pétillants en Belgique. Ah oui. Et puis on a le cava. Le cava, j'ai l'impression que celui qui arrive ici, c'est pas le meilleur, parce que quand je vais en Espagne, je trouve ça assez bon. Alors est-ce que c'est le soleil, voilà. Mais voilà, parle-moi un peu champagne, Prosecco, cava. Ça se tient comment? Sur le podium. Champagne et cava, il faut comprendre qu'il y a une notion historique là-dedans. C'est que le champagne, on fait du vin en Champagne depuis que les Romains ont commencé à en faire. C'est là d'ailleurs qu'ils se sont empoignés. Et pour faire simple, on va dire qu'on fait du champagne depuis un peu, on va dire 2000 ans, à la louche, au moment où toute la Gaule était occupée. Non, car un petit village résistait. Voilà, entouré de petits bonhommes, aquarium, laudanum et baba au rhum. Voilà. Ah, baba au rhum aussi. Mais le champagne que l'on faisait n'était pas un vin blanc pétillant, mais bien un vin rouge, plus ou moins rouge, et plus ou moins pas pétillant, puisqu'on... Tu vas pas me parler du bousy, là, tu vas pas me le faire. Ah, mais le bousy est une survivance des temps anciens. Toi, je suis fasciné par la culture générale. Ah oui, j'ai appris, non, mais toi, t'as beaucoup bu, c'est ça la différence. Et donc... Parce que toi, tu bois pas. Non, pas tellement. Non. Moi, c'est un truc, c'est le dernier qui m'a vu bourré, il n'est pas jeune, je peux te dire. Non. Et il sèche dans mon grenier, comme ça, il n'y a pas de témoin. Donc, je disais... Le vin rouge de Champagne, c'est une survivance des temps anciens. Tu as Vertu, tu as Bouzy, tu en as quelques-uns. T'as Virton aussi. Virton, mais on ne fait pas de vin à Virton. Mais on en fera un jour avec le réchauffement climatique. Et le champagne blanc pétillant commence à apparaître au XVIIIe siècle seulement. Casanova, dans ses mémoires de tête, explique qu'il choisit les vins en fonction des dames avec qui il dîne et du repas, et qu'il choisit du champagne pétillant ou pas, en fonction du repas. Et on a fait très longtemps, jusque dans les années 80, à Saran. Moët produisait du coteau champenois de Saran. Aujourd'hui, Saran, le château de Saran, c'est ce qui est le domaine réservé Dom Pérignon pour les invités de marque. Mais jusque dans les années 80, début 90, on produisait encore du chardonnay tranquille à Saran. L'avenir nous parlera de réchauffement climatique et nous dira ce qu'on en fait ou pas. Alors,
le cava a été créé au XIXe siècle. Quelques industriels catalans ont décidé de faire un champagne réplica, c'est-à-dire exactement la même méthode d'élaboration, mais avec une nuance, c'est en utilisant des cépages locaux. Donc on utilise du Perelada, Charello, Monastrell principalement. Avec le temps, on a ajouté Chardonnay et Pinot Noir, qui à mon sens n'apportent pas grand-chose à l'affaire, c'est un peu une connerie, mais bon, le marché est là. Il y a des cavas de qualité. Et les cavas de qualité, on ne les voit pas beaucoup sur notre marché, parce qu'à 25, 30 ou 50 euros la bouteille, Les gens vont plancher sur le champagne. le belge va sur le champagne. Surtout qu'il y a des champagnes à 11 euros. Oui, enfin celui-là, il rend aveugle, sourd et stérile. Si tu fais pipi sur une des voitures en plastique qui est autour de nous, C'est pas du ça fout. plastique, Oui, c'est la fibre de du carbone, composite, c'est du composite. Ça se recycle pas, on est bien d'accord, ce truc-là. Ça pollue à crever, ça fait... Oh, mon bon monsieur. Ben, si tu pisses sur ces bagnoles en composite, ça fait des trous. Parce que c'est vraiment dangereux pour la santé. Mais il ne faut pas chercher à comparer les deux. Cava, c'est climat différent, sol différent et cépage différent. Et culture, oui. même si la technique est la même. Et puis il y a les créments qu'on fait aujourd'hui en Wallonie, Rufus, de Chandéol. Et puis... Chandéol, moi je l'ai goûté très récemment. J'ai trouvé ça intéressant. Ah, c'est un style très différent de Rufus. Rufus est plus aigu, Chandéol est plus ample. Sont des styles totalement différents. Moi, j'ai une faiblesse pour Rufus, je les connais depuis longtemps, mais je les connais mieux. Et la mais première fois les que j'ai deux bu trouvent du bien. Rufus, c'était avec toi d'ailleurs. Tu Ah bah, t'en souviens? dans une baignoire. on en parle ou pas? Non, chérie. Non, chérie. Comment j'ai ruiné sa carrière de vieux beau tant que c'est fini. Maintenant que C'est ce qui dit maintenant que Saint-Louis est fermé, que les jours changent de propriétaire. Que Jackie est mort. Maintenant que Jackie est mort, c'est horrible. Et Jaja. Allez. Alors, parle-nous justement de notre petite Belgique. Parle-nous un peu de la production belge qui d'année en année... Il y a une progression qui est incroyable. Moi, j'ai coutume de dire quand je parle d'eux que c'est comme quand tu fais un 2-3 piano. Tu vois, quand tu jouais quand tu étais petit, un 2-3 piano. Chaque fois que tu te retournes, j'ai arrêté. Je ne trouve plus d'enfants de mon âge. À mon âge, en général, ils sont vieux. Tu peux le dire avec moi, c'est un truc. Mais donc, quand je jouais à un 2-3 piano, eh ben, on est sur le même truc aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu te retournes, il y a un nouveau domaine. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. En 2008, je pense, oui, dans ces eaux-là, ou 2006, accompagné de Marc Vanel, qui est un journaliste très rigoureux et très drôle, beaucoup moins fantasque que moi, mais on s'entend bien, nous sommes amis dans la vraie vie. On a coécrit un bouquin, qui était vraiment le bouquin exhaustif sur le vignoble belge. Il n'y en avait pas eu de publié depuis la fin du 19e siècle. Et je pense qu'un an plus tard, ce livre était déjà complètement obsolète. Et aujourd'hui, il pourrait aider à soutenir les colonnes du Parthénon, quoi. Je veux dire, ça a évolué d'une façon vertigineuse et ça continue. Même si certains disent qu'il fallait être dans le premier wagon ou dans la locomotive il y a 20 ans pour que ce soit rentable, je pense que la marge de progression est encore très grande. Et on peut encore créer des domaines. On n'a pas dit que les domaines étaient rentables. En France, ce sont des danseuses. Alors, ça dépend pour qui. Il y a un gars qui disait, Hugh Johnson, qui était un critique britannique. On peut être britannique et bien, mais parce qu'il est mort. William Bentley. Oui, mais il est mort. Donc maintenant, on peut en parler à l'aise. On peut tout dire. On peut en tout cas dire que c'est un type plein de talent. Oui. Et Hugh Johnson disait que pour faire une petite fortune dans le vin, il en fallait une très grosse au départ. Oui. Maintenant, je pense que les domaines sont rentables à condition de vivre dessus et de s'en occuper. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu investis ton capital dans quelques vignes, forcément tu ne vas pas gagner de pognon parce que tu n'es pas impliqué. Si tu investis ton capital dans quelques vignes, mais que tu y es, tu le vis avec tes tripes et pas juste avec ta bottom line, tu peux réussir à en faire quelque chose. C'est les métiers de gourmandise, c'est les métiers de plaisir. C'est des métiers de passion. C'est nos amis chefs. Bien sûr. S'ils sont dans leur fourneau, ça change tout, oui. Ouais. Et les chefs qui se sont démultipliés, se sont ramassés. Il y a un moment, il faut revenir à l'essentiel. Cuisine dans ta cuisine, c'est bien. Je pense que c'est la seule bonne nouvelle de la Covid. Je dis la Covid parce que je suis très français. Oui, puis tu as ton côté inclusif. Voilà. Et c'est qu'en fait, on va, je l'espère, revenir à des valeurs plus simples. On devrait. J'espère. Voilà. Qu'il y ait une vue d'ensemble sur la production européenne.
sans vouloir faire le podium, la Belgique, elle se situe bien ou c'est typiquement belge, c'est Vrinche politique. On se fait plaisir, on aime bien, c'est tes copains, mais... Nous sommes chauvins. Oui. Nous sommes horriblement chauvins. Oui. Les Français... On est chauvière aussi. Oui, bien sûr, c'est mignon, ça, je ne connaissais pas, mais elle me plaît beaucoup. Mais chauvin, tu me Chauvière, bien. Alors, les Français que nous taxons de chauvinisme sont chauvins et cons. Nous sommes chauvins et drôles. Oui. Mais nous sommes aussi... Parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Ah, si, on se prend au sérieux, très au sérieux. Oui, mais on fait semblant que pas. Et non, sérieusement, nous sommes très chauvins et les domaines viticoles belges, qu'ils soient du nord ou du sud, bénéficient d'un truc qui est unique au monde. C'est des socios. Tu vois, en foot, tu vois ce que c'est le foot? Non, ça ne dit pas grand-chose. Hein. 22 types tatoués, coiffés comme des poneys, décérébrés, qui courent derrière une grosse babaille. Oui, oui. Oui. Voilà. Voilà. Le foot. Je ne parlerai pas des... C'est comme le hockey, pas des petites gens et des grands gens. On va éviter des emmerdes, ça a déjà été fait la semaine dernière. On va pas recommencer. Les mecs qui jouent sur les pelouses du bois de la Cambre, en attendant que la gendarmerie vienne les arroser parce qu'ils sont chauds. Non, mais là, ils jouent au polo, j'ai vu les chevaux. Oui, au polo, exactement, en polo, y compris la nana qui se changeait, elle était en polo. Oui, voilà. Tout à fait. Donc je disais, qu'est-ce que je disais avec mes conneries, moi de foot? Oui, en foot, il y a les socios. Oui. Les socios, dans les pays où le foot est une religion, que ce soit en Espagne, au Portugal, aux Hébriles, ou en Italie. Aux Hébriles Cissé. Aux Hébriles Cissé, évidemment. Et si c'est un... Voilà, ça suffit, on va s'arrêter là tout de suite. Donc, dans ces pays-là, les enfants, à leur naissance, filles ou garçons d'ailleurs, reçoivent un siège, dans certaines familles, reçoivent un siège au foot à vie. Ils sont socios. C'est-à-dire, c'est pas des supporters comme les autres, c'est des supporters de génération en génération. Incroyable. Et moi, j'ai une copine dont le papa était supporter de Benfica, et elle était socios, petite, elle a reçu son siège, puis la vie a fait qu'elle a déménagé. Et tu es bénéficiste ou socios. Non, tu es bénéficiste toute ta vie et tu ne vas pas soudainement t'intéresser au Sporting de Lisbonne. Parce que ça n'existe pas si tu es bénéficiste. C'est comme à l'époque où les clubs de foot en Belgique étaient intéressants, ou comme tu as les gens qui suivent l'Union. Ah bah ça redevient intéressant. Voilà, ça c'est l'Union aujourd'hui, tu pourrais être socios de l'Union. On va revoir au foot. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une joie, et surtout parce qu'il y a une ambiance. Oui. Et il n'y a pas juste des gros abrutis qui font, chaque fois qu'un type dégage un corner, qui font « Enculé !» Tu vois, ça apporte rien au foot, quoi. C'est vraiment... ça, on peut le lécher, j'espère bien. Ouais. Et comme ça, chaque prochaine fois que j'irai à Anderlecht, l'autre side va pouvoir me faire la peau. M'en fous, je vais dans les loges. J'ai fait une vanne pourrie sur le parking, d'ailleurs, je me suis mis devant la vaillante, et j'ai mis, il vaut mieux une petite vaillante qu'une... Et puis j'ai laissé que les gens continuent comme ils veulent. Qu'une grosse fainéante, et moi j'ai trouvé... Donc tout ça, ils ont des socios. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire, ils ont un public qui les soutient, qui devient l'émissi dominici du domaine, qui les porte et qui est le meilleur vendeur. Là maintenant, on arrive dans une deuxième vague où on a des domaines qui n'ont pas compris ça, qui ont décidé de fermer leurs portes aux particuliers. On connaît presque tous Eric Boschmann, œnologue, on connaît Eric Boschmann à la télé, à la radio, voilà. On connaît beaucoup moins Eric Boschmann, écrivain. Tu m'as dédicacé un merveilleux livre. Le titre? Lequel? Parce que j'en ai écrit 17. Le tout dernier. Le tout dernier, 50 nuances de gras? Oui. Ouais. Il y a de belles histoires dedans. Alors j'ai dû rater, pas 16 livres, mais j'en ai raté beaucoup. Mais 50 nuances de gras est un très bel ouvrage. D'abord, c'est toute ta sensibilité, toutes tes passions. Et en plus, esthétiquement, c'est une œuvre d'art. Alors j'avoue que il y en a trois dans ce que j'ai produit qui me touchent particulièrement. Le premier, évidemment, qui s'appelait La novice et le sommelier, qui s'est vendu... qui était un des tout premiers bouquins publiés en l'an 2000. Pour être précis, il est sorti, je crois qu'il a dû sortir le 22 ou 23 décembre 99, enfin, il est arrivé en librairie tout début 2000. Ça, c'était mon tout premier. Alors à l'époque, j'étais encore plus idéaliste que maintenant, et donc je voulais pas de photos de moi, pas de photos dans le bouquin. On a fait faire J'ai pas beaucoup de photos de moi dans les bouquins, t'as remarqué, dans 50 nuances de gras, je sais même pas s'il m'a tronché dessus. Mais je sais plus, non, peut-être en 4e de couve, peut-être. Mais
j'avais fait faire des estampes, pas des pyrographies, des lithographies originales et tout. Enfin, j'étais très très fier de moi. Et les lithos sont magnifiques d'ailleurs. Et puis il y en a un autre que j'ai publié avec mon frère et mon père en 2008, parce que c'était l'année, ça faisait 60 ans que la famille était dans la restauration. Ça ne signifie rien pour personne, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous. Et donc on a, entre autres, papa cuisinait sur le piano debout. Et on a donc utilisé les recettes de ma grand-mère, les recettes de papa et les recettes de mon frère, et moi j'ai fait les textes. Mais les gens ne lisent pas les livres de cuisine, on regarde les recettes, et puis voilà. Mais dans le bouquin, il y a pas mal de portraits de génération en génération, et j'étais assez heureux de pouvoir les faire. Et on a fait figurer, et mon frère et moi, nos enfants à cette époque-là dedans, parce qu'il y a une 4e génération aujourd'hui. Et puis il y a le dernier, 50 nuances de gras, qui est un très bel ouvrage. Qui a été mis en page de façon fabuleuse par les gens de chez Racine. Il y a un travail extraordinaire, vraiment, de graphisme, en fait, la dame qui s'est occupée de le mettre en page a vraiment compris. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je voudrais la rencontrer. J'ai demandé à mon éditrice. Elle m'a dit oui. Et je pense qu'elle a peur, donc elle ne veut pas. Oui, ça doit être ça. Et donc, cette pauvre femme, si tu nous regardes, je suis... Mais c'est ma fille que tu ne veux pas rencontrer. C'est pas la même chose. Je me méfie. Et donc, elle a fait un boulot extrêmement sensitif. Et là, elle a compris ce que j'aimais. Le photographe avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Lionel Dano, qui est quelqu'un que je considère comme un ami, a fait un boulot de cinglé là autour, parce qu'il n'avait jamais fait de photo de bouffe. Et il s'est lancé dans l'aventure. Et l'énorme avantage de n'avoir jamais fait de photo de bouffe, c'est qu'il n'a pas imposé quoi que ce soit. Il a suivi. On a travaillé à l'arrache pour les photos. C'était assez drôle. Il t'a entendu, il t'a écouté. Aussi. Mais on s'entend bien. On a les mêmes sujets de passion. Donc il y a 50 recettes et il y a 25 histoires d'amour. Avec un peu d'érotique, hein, c'est quand même 50 nuances de gras. J'avais bien compris. Mais il n'y a pas que du cul. Il y a une ou deux histoires. Enfin, l'amour et le cul, ça peut marcher ensemble au début. Oui, les 3 premiers jours. Oui. Mais on ne fait pas d'histoire à ce moment-là. Après, on écrit des histoires. Quand il y a moins de cul, on a le temps d'écrire. Et donc, c'est frais, ça. On va se faire encore plein de clics aussi. Oui. Et je viens de me rendre compte de ce que je dis. Je ne me contrôle pas ma parole. Non, mais il n'y aura pas de censure. Hein. D'accord, ça me rassure. Oui. Et non, je pense que c'est le bouquin dont je suis rarement fier d'un truc que j'ai fait, mais c'est le bouquin dont je suis heureux. Tu connais mon souci du détail, mon côté pinailleur et emmerdeur. J'ai trouvé ce bouquin juste énorme par sa justesse, par son graphisme, par les photos. Et alors, Cherry of the Cake, je ne sais pas si, je ne pense pas que tu l'aies fait pour moi, et j'espère pas en tout cas. Tu l'as dédicacé avec un stift doré, ce qui... sur ce bouquin noir, était juste un final touch. On n'a pas le choix, parce que, en fait, comme il est entre bleu marine, gris foncé, noir, tu ne peux pas écrire en bleu, évidemment, ça ne se voit pas. Ou alors tu dois écrire à l'intérieur, ce qui n'est pas drôle. En blanc, c'est vulgaire. En blanc, c'est vulgaire, ça fait cheap. Ça fait une pina. Tu sais ce que c'est qu'une pina? C'est liégeois, la pina. Donc ça a une French manucure carrée, avec un anneau. Non, ça n'existe plus le carré, c'est une légende. Il n'y a plus rien dans le carré. Comment ça, il n'y a plus rien dans le carré? À part des gens qui crient parce qu'ils vont verser de l'huile bouillante sur la police, ils viennent les fermer. Ben oui, ils vont rouvrir, tu penses? Je le souhaite. Ouais. Parce que s'ils rouvrent, on pourra peut-être ouvrir la culture. Tu as remarqué que la culture gueule beaucoup moins fort. Hein, tu me diras que pour faire un embouteillage sur le ring, uniquement un coup de Q5 et d'Audi A8, la culture est moins bien barrée. Hein. La Renault 4, ça ferme pas le ring. Hein, enfin, il n'y a pas... Gauche Caviar, elle roule plus en Renault 4 depuis longtemps, ma chérie. Mais la culture, c'est pas que Gauche Caviar. Hein. Ça peut être droite rillette aussi. Ah là, je sens qu'il y a débat là. Non, la culture, ça peut être droite rillette aussi, ou ça peut être... Moi, je suis extrême centriste. Et je pense qu'il y a du bon des deux côtés. Je pense que ce qui me dérange dans certains mouvements politiques aujourd'hui, c'est le fait d'asséner, de prendre des décisions pour le bien-être commun sans concerter personne. Ça me gave. Bien sûr. C'est pas ça une démocratie d'ailleurs. Oui, je suis un peu vieux par rapport à ça, je pense. C'est-à-dire que je pourrais accepter si j'avais 18 ans. C'est le même parti, ce sont les mêmes partis qui veulent abaisser le droit de vote à 16 ans. Parce qu'on va faire une campagne électorale sur TikTok. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que moi, je serais plutôt content. Je pense qu'il faut peut-être remonter les choses
Et, élever le débat. Mais élever le débat, laisser le vote obligatoire, impérativement, faire respecter ce truc de vote obligatoire. Écoute, le vote blanc n'est pas un vote politique. Tu parles du vote. Au-delà, on peut parler de la vaccination. On arrive à faire voter, je ne sais pas, en Belgique, 7 millions de personnes, 4 millions, 5 millions, 6 millions, je sais pas combien en un dimanche dans les écoles, Ouais. avec des assesseurs. Alors, il n'y a pas les doses, c'est bien, mais quand tu vaccines 3500 personnes en une journée, il n'y a pas de quoi faire un feu d'artifice. Écoute, moi je suis vacciné, là, j'ai eu ma première dose. Tu as eu quoi toi? L'AstraZeneca, évidemment. Ça Ça se voit tout de suite. Et je suis assez content d'être vacciné. Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas vouloir l'être. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, enfin, ça ne concerne que moi, évidemment, mais que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ne se fassent pas vacciner. À 2 conditions. Qu'ils restent chez eux et qu'ils signent une décharge en disant que s'ils chopent une merde, ils assumeront eux-mêmes les frais de la maladie, parce que c'est une maladie qui coûte horriblement cher quand tu es hospitalisé. J'ai été covidé, j'ai pas été hospitalisé fort heureusement, ça a duré une semaine intense et puis 3 semaines encore pour m'en sortir complètement. J'ai pas rigolé, je ne pense pas qu'on doive continuer à vivre dans un bocal. Tu vois, il y a un moment, il faut affronter le problème. Je suis pas du tout anti-masque, je suis pas heureux avec un masque, mais moi j'aime bien voir le sourire des gens. Remarque que tu le vois dans leurs yeux, hein. On apprend à décoder les gens autrement, et c'est pas plus mal, mais... Le masque me fait un peu penser à la standardiste. Quand il y avait des standardistes, tu téléphonais, il y avait une voix incroyable. Et tu fantasmais. Tu la voyais en vrai, oui. Tu la voyais en vrai. Et puis quand tu la voyais, tu étais assez déçu. Le masque, c'est souvent ça. Physique de radio. Tu vois les yeux, ils sont exceptionnels, on enlève le masque, et voilà. Alors, j'ai été covidé aussi, l'année dernière à cette époque-ci, j'en ai bavé, pour rester poli. C'est une saloperie, c'est une loterie. Je pense simplement qu'on n'est pas plus loin un an après et que j'entends tout et son contraire. Tu vois, moi j'attendais. C'est compliqué, je trouve. J'attendais le vaccin Johnson & Johnson jusqu'il y a 3 jours. Je me disais, youpi, il va arriver. C'est mon médecin qui va pouvoir. Voilà, il n'y a qu'une dose, il n'est pas surgelé, machin, tout va bien. Et là, on te dit de nouveau, stop, on arrête, même aux États-Unis. Mais aux États-Unis, quand tu vois le nombre de cas problématiques sur le Johnson & Johnson par rapport au nombre de gens vaccinés, tu te dis, c'est pas possible, c'est aberrant comme truc. Parce qu'on s'arrête à quelques cas. Alors, à 30 cas. C'est dramatique pour les gens qui en sont morts. Toi, bien sûr. Mais 30 cas sur combien de millions? Mais on est en Ça plein n'a délire. aucun sens. Et en fait, j'ai l'impression que, à travers cette crise, l'hémocratie a pris le pas sur l'intelligence et la démocratie. C'est-à-dire que tout se pilote au doigt levé. Je ne voudrais pas être à leur place, objectivement. Ça, on est d'accord. Parce que être aujourd'hui Premier ministre on pourrait pas faire pire. Ah, ça c'est sûr aussi, oui. Voilà. Mais parce qu'ils n'ont aucune compétence là-dedans. Mais voilà, si tu prends des gens qui ont des compétences dans la santé, on l'a vu avec le gouvernement précédent, c'est pas mieux. Au niveau conneries sur conneries, quand même, le commissaire Covid, c'était le chef de cabinet de la ministre de la Santé précédente au niveau fédéral. Donc, on reprend les mêmes, on recommence. En fait, le problème, c'est que dès que tu commences à gratter un peu, tu sombres dans le poujadisme le plus immonde. Tu crois qu'il y a encore des gens qui nous écoutent, là? Tant pis, oui, certainement, pour me traiter de con, et Oui. qui continue à s'occuper de son vin. Oui. Parlons de vin, d'ailleurs, allons-y. Et Pirot, alors après Georges-Louis Boucher, Le vieux gâteau. C'est quoi, vraiment voilà. Non, pas du tout, je pense que j'ai un propos modéré, en plus. Non, mais complètement. Non, moi, le principe de l'hémocratie me fatigue. Est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui nous amènent également à cela? Et toi, tu te sers beaucoup des réseaux sociaux. Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, mais... C'est pas un reproche, hein, non, pas du tout. Moi, j'ai pas le choix, mais d'ailleurs, on est sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai pas eu le choix pendant la crise, déjà. Ouais, je préfère 1000 fois la réalité aux réseaux sociaux. Je ne drague pas sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas utile. Mais il faut replacer la réalité des réseaux sociaux dans la réalité hors réseaux sociaux et se rendre compte que c'est une poignée d'agités du bocal qui s'énervent sur les réseaux sociaux et qui ne représentent rien. Qui entraînent autour d'eux, qui amènent des tas de gens relativement bénés, entre guillemets, qui les entraînent dans une dérive, la théorie du complot. En fait, c'est toi qui as créé ce truc de petites gens et de vrais gens. C'est pas Georges Louis. Non, moi c'est Jean-Paul. C'est pas Georges Louis. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et c'est ça le bonheur, je te vois pas assez souvent. Un des derniers plats que tu m'as fait, c'était
C'était quoi? Qu'est-ce que Tu je m'as t'ai fait? sidéré, tu m'as dit viens. Je peux faire des choses comme ça, je peux sidérer Jean-Paul. Oui, tu m'as fait un risotto. Ah, ça j'aime bien. Il Ça, m'a fait un risotto. Voilà, je vous regarde, regardez, il m'a fait un risotto aux crevettes grises. Et c'était pas du risotto, c'était du chou-fleur. Émincé, très très fin. Et voilà. Bon, alors on peut parler de plein de choses. Mais il y a quand même une chose dont je veux absolument te parler, parce que là, je te dis, je ne sais pas qui nous regarde, mais de toute façon, on n'est pas là forcément pour... C'est l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que tu peux parler seul, tu ne le sais pas. Voilà. Mais nous, on parle à deux. Et moi, j'ai un énorme plaisir. Alors, Éric, il y a tes spectacles. Ouais. Il y a eu le vin, il y a eu la bière. Il y a le prochain qui arrive. Alors voilà, il y avait quand même le Festival d'Avignon où tu étais tel César sur un plateau avec une baignoire dorée, rien que pour toi, que j'avais fait. Magnifique baignoire. Je te l'ai laissé en souvenir. Je l'ai toujours, Mais j'espère bien. Voilà, je ne me baigne pas dedans, elle est Non, dans le stock bien abrité. Voilà. Alors parle-moi de tes spectacles, des deux que je connais et du troisième qui va arriver, et puis du spectacle que tu vas faire au Club des Vieux, des Vaillants. Des vulves. Voilà. Oui. Le 1er mai, Oui. plutôt que manifester Place Roupe, moi quand je vais Place Roupe, c'est pour aller comme chez soi, pas pour manifester, Ouais. rarement. Et le 1er mai, je vais jouer L'Âge de bière, qui est mon second spectacle dans l'ordre chronologique, qui parle de l'histoire de la bière à travers le monde, et pas que ça, en direct sur les réseaux sociaux, justement, par Zoom. Et le truc que je fais, c'est que je vais expédier les bouteilles chez les gens, et ils pourront boire les bières en même temps. Parce que moi, les 2 premiers spectacles que j'ai créés sont des spectacles pendant lesquels on boit. Et je trouve ça plus drôle. Je trouve que c'est ça que j'ai été souvent. Là. Bien sûr, je trouve que le vin, comme la bière, gagne à être partagé avec des mots et avec des rires. Dès qu'on se met à boire de la bière en se prenant la tête, ou du vin en se prenant la tête, on se fait chier. Et je trouve que la vie est trop courte, on a déjà perdu 1 an, on ne va pas en perdre plus. Donc continuons à nous amuser. Donc ça, ce sera le 1er. Le 7 mai, puisque le lendemain, on rouvre les terrasses, je vais jouer Dieu n'y mettre. C'est une très très bonne idée, parce qu'il y a quand même 20% des restaurants qui ont une terrasse, c'est extraordinaire. Et il ne pleut jamais en Belgique. En plus, il ne pleut pas. Mais attends, il y a encore mieux, mais c'est pas passé. Il y avait un projet, à ce qui paraît, j'ai lu ça dans un journal, un vrai journal. Méfie-toi. Non, c'était un vrai journal, Et j'ai lu qu'il y avait dans le projet le fait que les gens auraient pu accéder à la terrasse, mais à condition de ne pas passer par le restaurant. Et là, tu te dis, déjà qu'il n'y a que 20% des restos qui ont une terrasse. Si en plus, tu ne peux pas passer par le resto, tu vas avoir un truc, tu ne peux aller que sur des restos 4 façades. Oui. Les restos 4 façades. Donc à la campagne, c'est vachement une chouette idée. En ville, d'un coup, ça marche pour ceux qui ont une terrasse avant. Et si j'ai bien compris la réglementation mise en place, s'il pleut, les gens ne peuvent pas rentrer. Non. Donc on va peut-être devoir concevoir des igloos, des trucs comme ça. Et ça ne peut pas être des terrasses couvertes, donc... c'est aberrant. Ça va, voilà. Il s'appelle La perspective de la vie. Et je vais le jouer en avant-première mondiale planétaire, si tu veux. Mais je pensais le faire dans mon jardin, mais on peut le faire ici. La perspective de la vie, d'après l'œuvre originale de Lillian Scott, qui est une jeune écrivaine américaine, et on a un énorme problème de traduction, parce que tu sais qu'aujourd'hui, pour être traduit, il faut être traduit par des gens de son genre et de sa couleur, et de son âge. Et malheureusement... Et de son genre, oui, c'est ce que je disais, et on ne peut plus dire sexe, s'il te plaît. Non, genre. Et Lillian Scott a été traduite par un Martiniquais, donc on est en train de voir avec la famille de Lillian si la traduction est valable. Parfait. C'est une histoire merveilleuse, et La perspective de la vie met en exergue l'absurdité de la woke culture. Notamment, un exemple, je crois que c'est l'Arkansas, lors de la rentrée parlementaire de l'Arkansas, au Parlement de l'Arkansas, donc il termine par une prière, puisque aux États-Unis, la religion et l'État ne sont surtout pas séparés, et en terminant la prière, ils disent « Amen » à la fin. Et par souci d'équité, ils ont rajouté « and a woman ». Et je jure que c'est vrai. C'est même pas une blague. Donc, si tu veux, c'est un spectacle, il n'y a même pas besoin de l'écrire. Il suffit de lire le journal régulièrement. Hier, je voyais que la conférence des évêques polonais avait demandé que l'on retire l'AstraZeneca et je pense le Johnson & Johnson du marché parce qu'ils étaient faits à base de particules extraites d'embryons humains. Alors, je savais que pour être évêque, il fallait aimer les enfants et faire des études, mais je croyais que les études étaient primordiales. Visiblement, dans leur cas, c'est un peu tragique, il ne s'agit pas que de faire des études.
Alors Eric, on va passer, parce que jusqu'à présent ça a été excessivement sérieux, on va passer sur un questionnaire un peu plus léger, si tu veux bien. Oui. Oui. Oui, bien Tu sûr. travailles là J'étais en train de... Tu m'emmerdes pas, je t'écoute. Tu sais, Alors, je suis sucré là ou pour salé? toi. Plutôt salé, moi. Ouais. Chaud ou froid? Chaud, Mosgone. Oui. Plage ou montagne? Écoute, jusqu'il y a peu, j'avais gardé un mauvais souvenir de mon adolescence à la montagne. J'aime pas la neige, c'est froid, ça glisse et tout. Et moi, je suis plutôt température de string, chaud, humide. Mais j'avoue que j'ai dit, oh, écoute, je sais où je suis, moi. Et donc, j'aime bien les deux, en fait, si je peux me permettre. Alors, écoute, puisque tu parlais de la température humide, blonde ou brune? Je parle pas de la bière, là. Non, mais blonde et brune et rousse. D'accord. Et chauve. Enfin, du moment qu'elles disent oui, moi... C'est vrai qu'à notre âge, on doit être de moins en moins Je difficile. veux dire, à une époque, avec mon physique d'athlète, je ne Ouais. peux pas non plus. Non. Alors, trouver le grand amour ou gagner au loto? C'est des questions types qu'on ne pose en général qu'aux pilotes automobiles. Il va falloir répondre. Un pilote automobile qui répond à ça, son agent a répondu avant. La personne. J'ai interviewé des pilotes, moi. J'ai fait du. Quand tu fais des interviews? Attends, Mais tu vas faire mon interview, là? Non, mais si tu veux, je viendrai la prochaine fois pour avoir quelqu'un de décalé. Attends, je vais te faire. Moi, j'ai fait du pédalo sur les canaux d'Amsterdam avec Takuma Sato. Tu vois, Takuma Sato, il m'arrive là. Comme ça. Et donc on monte sur le pédalo, et le pédalo était comme ça, moi dans l'eau, lui hors de l'eau. Et on a fait, avec Jenson Button, on a fait une compète, à l'époque où Lucky Strike les sponsorisait encore, et on a fait une compète de pédalo. Et je me suis dit, l'autre il ressemblait à une crevette, le peinard. Il a commencé à pédaler sur le pédalo. Au bout de 20 mètres, j'étais à 8000 tours minute. Au bout de 40 mètres, j'avais le cœur qui était à 780 pulsations. J'ai cru que j'allais exploser une durite au premier virage, et le con, je jure que c'est vrai, il a tourné le pédalo comme une bagnole, après la pile du pont. Donc au lieu de tourner le pédalo, il a tourné le pédalo. Tu fais la pile du pont dans ma gueule, et ça passe à côté. Tu fais Takuma Sato. Takuma Sato. Eh ouais. Grand souvenir. Et quand on leur a posé des questions, j'ai demandé à Jenson Button ce qu'il ferait lorsqu'il ne piloterait plus, et je me suis retrouvé face à un trou noir, le néant. Dans ses yeux, tu voyais qu'il n'y avait plus rien qui passait. Pourtant, c'est pas le plus con de tous. Hein. Ah bah j'ose pas imaginer comment sont les autres. Bon, on en était où? Donc on disait, oui... Alors, être riche et triste, ou être pauvre et comme nous et très très heureux? Alors c'est pauvre comme nous et très très heureux. Oui, hein? Oui, clairement. Et riche de plein de choses. De tous mes souvenirs. Voilà, je pourrais mourir avec. Alors, je ne sais pas pourquoi je te pose ces questions, pouvoir changer le passé ou pouvoir inventer l'avenir. Ah non, moi c'est inventer l'avenir, le passé c'est le passé. Ouais, ouais. J'aime beaucoup un poète perse qui s'appelle Omar Khayyam. Oui. C'est juste pour montrer que j'ai lu un livre. Et On a lu beaucoup. Omar Je Khayyam sais, tu dors peu. oui, je dors peu. Ouais. Est un poète qui a vécu vers le XIe siècle. Et il a dit des choses merveilleuses. Et il a dit un truc, c'est hier est mort, demain pas encore né. Contente-toi de vivre en cornet, voilà, en cornet avec des tomates sautées. Et rappelle-toi une chose, un coquelicot fané ne refleurit jamais. Bon. Oui, et Juan Pablo Chipirones, je ne sais pas si tu le connais, puisqu'on était en cornet, Chipirones, il a dit le plus beau souvenir, c'est le prochain. C'est très très beau. C'est beau aussi. Ah ouais, Oh, c'est un type incroyable. Ce Juan Pablo, c'est Dali à côté, Alors, roupette de Sansonite. Blanc ou rouge? Blanc et rouge. Hein. D'accord. Vin populaire ou vin de messe? Vin populaire. Vin de messe, je trouve que c'est bien pour accompagner les petits garçons dans la sacristie. Je n'ai pas dit vin de fesse, j'ai dit vin de de messe. On est bien d'accord, De les petits messe. garçons dans la sacristie. C'est pour oublier, quoi. C'est un D'accord. truc. Vin de canette ou vin en canette ou en cubi? Écoute, le cubi, j'ai rien contre, je me suis habitué. La canette, ça sort maintenant, de plus en plus. Oui. J'ai déjà du mal avec la bière en canette, Oui. donc avec le vin, je fais encore un petit blocage. Je commence à devenir un vrai vieux con. C'est-à-dire, j'étais un jeune con, il n'y a pas de raison que je ne devienne pas un vieux con. Là, je bloque, mais je ne demande pas mieux que d'être débloqué. D'accord. Alors, vraiment, la question qui est très importante, gueuse ou péripapéticienne? Oh, la gueuse à tous les coups, une bonne gueuse. Une bonne vieille gueuse, en plus. Ou une jeune péripapéticienne? Non, gueuse, c'est un truc... Là, je préfère à l'ancienne. quoi. Éric, que du bonheur. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette folle idée des capsules du Studio DV. Je suis tellement heureux de vous recevoir tous dans tous les domaines que vous
vous êtes, que vous faites, voilà. Mais J'illustre. toi, voilà. Mais toi, tu as une telle palette que. Voilà. Moi, Tu peins Je peins pas. Je dessine comme une bite, c'est horrible. Je peins pas du tout. Papa avait des velléités de peinture à un moment, et mon grand-père était sculpteur. Mon grand-père maternel était sculpteur, et son père, etc. Mais là, on a sauté un truc. Il y a génétiquement personne, D'accord. et ma fille non plus. C'est une catastrophe. Mais par contre, je te propose un truc, c'est que moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai fait des directs Mais beaucoup. nombreux et variés parce que j'avais besoin du Tu les contact fais avec très, les très gens. bien, d'ailleurs, très bien, j'avoue. Mais je te propose, tu cherchais un invité pour ta prochaine séquence. Oui. Je te propose d'être l'invité et que je vienne t'interviewer. Mais avec grand Ce plaisir. serait chouette d'avoir un bon intervieweur une fois, ça changerait. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu viens de parler de beat. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit en te photographiant devant la petite vaillante? Ah mais je vais te l'envoyer. Devant la petite vaillante, je me suis mis, j'ai fait un truc en disant que j'aimais les vannes pourries et qu'il valait mieux une petite vaillante qu'une... Et j'ai laissé 3 petits points. Voilà. À très vite, Eric. Bon amusement.